Donc, on parlait tout à l'heure de technologie, produits, etc., mais il y a aussi la partie méthodologie, d'accord? C'est important dans les développements. Et alors, le grand terme, en ce moment, on parle souvent d'ALM, peut-être entendu chez des concurrents CLM. Donc, pour ALM, gestion du cycle de vie des applications ou Application Lifecycle Management, d'accord? Je vais éviter les acronymes. Donc, j'essaierai de répéter un peu les noms des produits ou des différentes méthodologies. Donc, en gros, chez Microsoft, on est plus orienté développement, donc on part du code, contrairement à d'autres, on va dire, concurrents / partenaires. On part directement du code, donc ce qu'on appelle le SDLC, encore un acronyme, désolé, le Software Development Lifecycle. J'ai mis en bas le terme complet. Donc là, qui vraiment représente la partie développement pur, c'est-à-dire le code, les tests unitaires. Si on fait un peu d'analyse de code, ça arrive parfois, des revues de code aussi, ça arrive parfois, plus ou moins automatisé ou pas. Voilà. En gros, ce vers quoi on tend avec la suite Visual Studio, c'est d'aller aussi prendre en compte, bien sûr, les besoins utilisateurs sous forme, bien sûr, des exigences, d'accord? Besoins utilisateurs, exigences, mais aussi la partie planification et alignement avec les ressources des projets. D'accord? C'est-à-dire qu'on ne va pas pouvoir faire un projet de 500 jours hommes si on n'en a que 400 dispo. Il va falloir faire un peu de tri. Choisir ce qui est plus prioritaire par rapport aux besoins des utilisateurs. Donc c'est déjà impliquer les utilisateurs finaux ou le client final avec un cahier des charges par exemple, où on verra tout à l'heure un petit storyboarding, donc un petit, je voudrais un petit prototype d'interface, voire même, aller plus loin donc avec le storyboarding, c'est directement les différentes étapes de, je ne sais pas, comment faire une demande de congé par exemple. Comment je me connecte d'abord à l'outil, donc login, password. Ensuite, une fois que je me suis connecté, je vais dire je vais prendre telle journée de tel jour à tel jour, sous forme de congé payé, de RTT, etc. Tout ça, on va pouvoir le décrire dynamiquement pour faire comprendre aux développeurs ainsi qu'aux testeurs. Je vous rappelle qu'une bonne exigence est une exigence testable. L'interface graphique doit être jolie. C'est une exigence, mais est-ce que moi, je vais dire qu'elle est jolie et peut-être Benoît dira non, là, moi, ça ne me plaît pas du tout. En gros, c'est pour créer une fiche de congé, cela doit me prendre moins de 1 minute. Ça, c'est une exigence qui est complètement testable. D'accord? Ou je dois pouvoir me loguer facilement avec mon login password de Windows classique. Voilà, ça, c'est une exigence que je pourrais tester en finale. Voilà. Et ensuite, on a la partie, là c'est la partie uniquement en développement, c'est-à-dire qu'on va avoir les besoins utilisateurs, les tests fonctionnels à la fin, ou tests de recettes après. Alors là, dans les entreprises, vous aurez des termes recettes, pré-production, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autres recettes, intégration, on a un certain nombre de vocabulaires différents. Et enfin, l'application, d'un point de vue développement, elle est terminée, mais sa vie ne fait que commencer, puisqu'elle va être en mode opérationnel. Et là, on va lier l'opérationnel, avec le développement. C'est-à-dire qu'on va être capable de faire des retours, aussi bien d'un point de vue problème fonctionnel, donc là on va dire des bugs tout simplement, des défauts, mais aussi des problèmes techniques. C'est-à-dire mon application occupe 100% du processeur pendant tel type d'opération. Donc là il y a un problème quelque part. C'est-à-dire qu'on va surcharger le serveur, et donc l'application va sûrement tomber, ou va poser des problèmes de performance vis-à-vis des utilisateurs. Donc là ça ne va pas. Donc on va pouvoir faire un retour à ce niveau-là. Donc, développer une application maintenant avec Visual Studio. Visual Studio, on est bien d'accord, je pense que vous l'enseignez, c'est plus la partie IDE, donc la partie environnement développement, qui va nous permettre de décrire du code, de vérifier qu'il fonctionne bien, de débugger, comme je disais tout à l'heure, de lancer des analyses de code, de faire des tests unitaires, on va dire. Pas quelques, des tests unitaires. Voilà. Maintenant, prendre en compte les exigences, les besoins utilisateurs, la planification. Je parlais de storyboarding tout à l'heure, un peu voir l'aspect dynamique de notre application, la partie test. Tout ça repose sur ce qu'on appelle TFS ou Team Foundation Server. Team Foundation Server, c'est le référentiel qui va contenir toutes les informations qui seront accessibles par les différentes populations d'utilisateurs du projet. Là, on va parler pas d'utilisateurs finaux, quoique, directement en fonction de leur interface préférée. Oh, il ne faut pas que je fasse ça, pardon. En fonction de leur interface préférée. Un chef de projet sera peut-être plus dans du project ou de l'Excel. Le développeur, lui, il ne va pas aller dans project. Il va aller directement dans Visual Studio. Le testeur ne va pas aller dans Visual Studio. Il va aller dans Test Professionnel. On verra tout ça tout à l'heure. Donc, première chose, qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce que le client veut ou qu'est-ce que les utilisateurs veulent pour l'application? Ce sont un ensemble d'exigences, sous format Word
au format Excel. Après, on va dire qu'il y a un certain nombre de possibilités. Tout ça, le document, on va le rentrer sous forme d'éléments de travail ou de work item, en termes plus génériques, dans TFS, qui va nous permettre d'avoir un suivi, un workflow, d'accord, sur un cycle de vie sur cet élément-là. Donc on va pouvoir faire une validation, par exemple, faire une estimation. Ok, on pense qu'il faut faire ça. Attention, il y a un problème d'architecture par rapport à ce qu'on a déjà fait, ou il va falloir revoir l'architecture, peut-être faire même des diagrammes d'architecture associés à cette exigence ou à cet ensemble d'exigences. On voit marqué SharePoint aussi, ça c'est plus le portail pour le projet. D'accord ? C'est le portail d'accès pour accéder aux différentes informations. C'est important, c'est que ce SharePoint peut être pour visualiser les informations sans pouvoir en rentrer des nouvelles. D'accord ? C'est juste, je ne sais pas, le directeur technique de l'entreprise pourra s'y connecter, mais ne pourra pas faire, juste en gros, regarder les bons indicateurs si tout est vert ou orange ou plutôt rouge. Voilà, c'est plus ça, et accéder à la documentation partagée. Maintenant, s'il veut commencer à rentrer un bug, ce n'est pas forcément là qu'il le fera, et ce n'est sûrement pas lui qui le fera non plus. Donc là, on aura une autre interface, toujours web. C'est ça qui est important, c'est éviter d'avoir à installer quelque chose pour les utilisateurs finaux. Voilà, je parlais tout à l'heure de storyboarding. En gros, c'est vraiment, d'un point de vue dynamique, c'est expliquer comment l'application doit fonctionner. Comme je l'ai expliqué, je reprends mon exemple de tout à l'heure de la gestion de congés. J'ai la page d'accueil, je vais dessiner la page d'accueil, ça sera dans du PowerPoint. Donc là, PowerPoint, tout le monde connaît, on sait faire les animations dans PowerPoint, bah, ça va être ça. On a rajouté un module qui permet d'avoir un ensemble de formes prédéfinies qui vont vous permettre de redéfinir votre application. Par exemple, vous voulez un menu file, etc., ou fichier, etc., édition, bah, ça oui, c'est déjà tout prêt. Vous voulez faire une application sur tablette ou sur téléphone, bah, vous avez déjà le téléphone avec les mouvements qui sont déjà prêts, soit pour zoomer, soit pour déplacer, etc. Tout est prêt. Il n'y a plus qu'à après à mettre l'application, entre guillemets, de dessiner votre application. Donc là, si on reprend l'exemple des congés, c'est je me log, login, password, donc on va le voir le nom se remplir, je vais cliquer sur login, j'aurai le tableau de bord, mes demandes de congés par exemple, et j'aurai un bouton qui me permettra de créer. Et en cliquant sur créer, dans l'animation, ça m'ouvrira une nouvelle page que je devrais créer en mettant les différents champs, en affichant les différents champs qui sont nécessaires pour créer une demande de congé. Donc tout ça, on le verra tout à l'heure de toute façon pendant la démonstration, ça sera plus simple. Voilà, donc bien sûr tout ça est stocké dans le référentiel central. Le référentiel central, c'est vraiment la partie collaborative de la solution. C'est lui qui va assurer la collaboration entre les différents acteurs. Donc collaboration ainsi que traçabilité. C'est important, la traçabilité, c'est on va découvrir un bug, on va dire que ça arrive de temps en temps. On n'est pas à l'abri. Je découvre un bug, je veux absolument que pour le testeur, pour le développeur qui va travailler sur ce bug, qu'est-ce qu'il a besoin? Récupérer le test, qui a fait le test, les différentes étapes de test, d'accord, et où ça a planté. Bah, tout ça, on va lui apporter. Il y aura la traçabilité, il pourra suivre. Et même, je vous montrerai tout à l'heure, il y aura même la petite vidéo du test, si on le souhaite. Et si on va un peu plus loin que ça, si on inclut en plus la partie infrastructure dont on vous en parlera tout à l'heure, on pourra même faire un snapshot des machines virtuelles, donc c'est-à-dire faire une photo des machines virtuelles de l'environnement qui a permis pas de vérifier le bug, mais de rencontrer ce bug directement. C'est-à-dire que si j'ai une machine qui me sert de serveur web, une autre machine qui me sert de virtuelle, de base de données par exemple, le testeur pourra dire fais un snapshot, donc une photo de ces environnements-là à l'instant T. Et il aura directement, du coup le développeur aura un lien directement vers cet environnement qui est figé. Il pourra très facilement recliquer dessus. Alors là c'est System Center dont on vous parlera cet après-midi, qui va vous permettre de remettre tout ça en route, si l'on peut dire, et là il sera dans le contexte exact où le bug s'est déroulé. Parce que souvent, le problème de reproduire un bug, c'est l'utilisateur final ou le testeur voit bien le bug, mais le développeur sur son poste, lui, il l'a jamais. Parce qu'il n'est pas forcément au bon niveau de build, etc. Donc là, on revient au niveau exact, à la configuration exacte dans laquelle le bug s'est produit. Donc du coup, là, le développeur peut investiguer plus facilement. Donc, ensuite, on a la partie Project Management. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer nos exigences depuis TFS, donc depuis le référentiel, et on va pouvoir, donc, soit avec Excel, soit avec Project, directement
dire, bah voilà, cette tâche, je l'affecte à un tel, etc., etc. Et faire ma gestion de projet, on va dire, naturellement. Donc là, le chef de projet, lui, il ne connaît pas Visual Studio, c'est pas son problème, il ne s'occupe pas des tests, enfin, il s'occupe pas, s'occupe pas des tests, non, mais il doit dire, attention, il faut peut-être gérer les tests, etc., et donner les différentes directives aux équipes de tests. Voilà, bien sûr, tout ça va être resynchronisé dans TFS pour dire, bah voilà, à partir de telle exigence, j'ai créé un certain nombre de tâches. Bah, les tâches classiques, ça va être la tâche de, on va faire simple, la tâche de développement du code, tâche pour le test, et on peut peut-être faire une tâche de revue, etc., après de revue de code, si on le souhaite, après ça dépend, peut-être un peu écrire de la documentation, c'est pas idiot en soi, ça peut peut-être resservir plus tard. Voilà, après il va pouvoir définir tout ça et affecter ces différentes tâches aux différentes personnes. Voilà, donc là on a vu les exigences, la gestion de projet. Maintenant, comme on est au niveau exigence, on ne va pas aller directement au code, on va aller passer entre guillemets de l'autre côté. Alors de l'autre côté, c'est par rapport au cycle en V, hein, d'accord, à la branche. Si on est en agile, etc., ça marche aussi. Alors c'est pas de l'autre côté, là bien sûr, c'est en même temps. Donc là, on va pouvoir définir maintenant notre plan de test. On a nos exigences, c'est facile. On sait ce qu'on doit tester. Donc là, à nous de le faire, soit on le fait par... Ça marche plus là. Si, c'est bon. Soit on le fait par itération, par sprint, etc. Soit on le fait par livraison dans 6 mois, dans 1 an, etc. En fonction du type de projet que l'on va développer. Donc là, bah, nos testeurs vont pouvoir décrire leurs tests, dire bah voilà, si je reprends l'exemple de l'application gestion des congés, se loguer l'application, enfin d'abord ouvrir l'application, se loguer l'application, cliquer sur login, ensuite une fois que j'ai cliqué sur login, créer une demande de congé, etc. Et donner les résultats à chaque fois. Donc là, il va pouvoir décrire tout ça. Hop, alors, pardon, ouais, voilà mes exigences qui arrivent. Donc je vais pouvoir bien sûr prendre les exigences qui m'intéressent en fonction de ce que le chef de projet a dit, bah, voilà, ces exigences-là seront dans telle livraison, ou dans telle itération, ou dans tel sprint, en fonction du type de process que l'on va utiliser. Et ensuite, bien sûr, le test plan revient dans le Team Foundation Server. Enfin, revient, c'est pas qu'il revient, c'est l'information est consolidée dans ce référentiel. Donc là, les testeurs manuels, on le verra tout à l'heure, pendant l'exécution, vont pouvoir enregistrer les actions qu'ils vont faire, ce qui permettra par la suite pour eux, premièrement, d'automatiser directement la réexécution du test, c'est-à-dire qu'une nouvelle livraison arrive, qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire? Relancer le test manuel et cliquer juste sur Replay. Et ça va relancer tout ce qu'ils ont déjà fait par rapport à ce qu'ils avaient déjà enregistré. Alors bien sûr, s'il y a eu des changements dans le test, il faudra qu'ils refassent les opérations, bien sûr. Mais si ça n'a pas changé, c'est juste, entre guillemets, un bug, ils vont pouvoir relancer automatiquement les différentes opérations sans avoir à saisir quelque chose. Donc ça, c'est super intéressant en termes de gains. Ça ne sert pas seulement à ça. C'est que ces différentes actions qui sont enregistrées, on les garde et on va pouvoir les donner au développement, aux équipes de développement, alors ou un testeur plus orienté développeur, qui lui va pouvoir, à partir de Visual Studio, générer, enfin en gros c'est Visual Studio qui, à partir de ces actions enregistrées, va pouvoir générer le code directement. Et là, on va pouvoir vraiment automatiser les tests d'interface. C'est ce qu'on appelle le Coded UI. Je ne sais pas si vous avez vu en Visual Studio, ce qu'on appelle le Coded UI. Et ça vous permettra, là je parle réellement d'automatisation de tests suite à une fabrication d'un nouvel exécutable. Donc là, l'opération pourra être ensuite, une fois qu'on aura bien sûr déjà, il faudra déjà créer les tests manuels, au moins les exécuter une fois pour avoir les actions, ensuite les passer aux développeurs ou aux testeurs orientés plus développement. Donc en gros, il faut qu'ils mettent un peu les mains dans le code, hein, là, voilà, c'est ce que j'entends par ça. Il fera ces différentes opérations, c'est-à-dire que par exemple, pour l'opération de congé, le login, on ne va pas le mettre en dur. On va pouvoir dire, je vais me connecter à une base de données qui va me donner les login passwords pour faire plusieurs tests. Parce qu'un seul, ça va peut-être marcher, mais au bout du 5e, ça va peut-être pas marcher parce que dans l'application, on n'a pas prévu, on a, je ne sais pas, pour X ou Y raison. Là, on pourra le faire et se connecter à une base de données ou plus simplement un fichier à plein. Voilà, après, on peut faire plus simple. Après, là, je parle d'une base de données, mais on peut faire bien sûr plus simple. Et donc, une fois que, par exemple, un développeur aura livré un certain nombre de choses, il pourra dire, je vais faire ce que j'appelle un BDT. Alors, un BDT, un build, deploy et test. C'est-à-dire que ça va forcément récupérer les dernières sources, valider, d'accord, faire un build, donc builder, construire l'exécutable ou les exécutables, déployer sur des machines, donc virtuelles ou pas, voire même en allant plus loin, c'est que si c'est des machines virtuelles, c'est même les instancier, c'est partir de zéro. Donc, c'est-à-dire créer la machine qui va faire le serveur d'application, créer la machine qui va faire la base de données, la remplir, la base de données, parce qu'une base de données vide, ça ne peut pas forcément nous aider au départ, et ensuite lancer les campagnes de test. Et en plus, comme on a l'information, là encore,
comme on vient du code et on remonte au fur et à mesure, on a l'avantage, c'est que quand on exécute un test, on connaît par quelle ligne on est passé. Donc, on va être capable, dans ce workflow-là, de dire, tu as modifié telle ligne de code, je sais que tel test vérifie cette ligne de code, donc on va réexécuter que ce test-là. En gros, si on a corrigé le bug qui modifiait juste une ligne, au lieu de réexécuter les 50 tests qui devaient être liés à cette livraison, on va peut-être en exécuter un ou deux. Donc là encore, on va optimiser l'effort de test, pas l'effort, le travail de test. Ça, c'est souvent un peu la 5e roue du carrosse, le test. On le fera à la fin, oui, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut le faire à la fin. Parce qu'il faut au moins avoir l'application pour le faire, mais souvent, on n'a pas le temps de le faire. Parce que c'était hier qu'on devait livrer, on va dire qu'on ne va pas faire les tests, on verra ça. Les tests, ça sera en vrai. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça, c'était la partie test. Donc, après, on peut avoir bien sûr un ensemble de rapports, ça, j'y reviendrai, puis je vous montrerai de toute façon. Donc là, on a les tests. Maintenant, on a nos exigences, on a les tests qui vont permettre de valider que les exigences ont bien été implémentées dans le code. Maintenant, il va peut-être falloir coder. D'accord? Donc là, pour tout ce qui est développement sous Windows, c'est facile, ça va être visual. D'accord? Sur une plateforme Windows, c'est facile, c'est visual. Maintenant, ah oui, mais nous, on fait un peu de Java, un peu d'Unix, etc., un peu de Mac. On n'est pas à l'abri. Hein. Donc, hop, c'est pour les noms, on verra après. Donc voilà, de Eclipse, du Linux, Unix ou Mac. Là, on va pouvoir aussi accéder à l'information en fonction de ces différentes plateformes directement depuis TFS. En gros, pour Eclipse, c'est plus simple, on va avoir le plugin TFS dans Eclipse, qui nous permettra d'accéder à l'information de TFS depuis Eclipse. C'est-à-dire que TFS, c'est pas, Team Foundation Server, donc le référentiel, qui va servir donc là aussi bien de référentiel d'exigence, de test, de planification, de code source. Donc là, on va être vraiment en gestion de configuration. Ne sert pas seulement pour du code Microsoft, mais aussi pour n'importe quel type de code. Si vous avez des applications, on va dire hybrides, avec une partie un peu de code basée sur plateforme Microsoft et autres, il ne faut pas donner de nom, et autres, vous pouvez bien sûr tout mettre dans TFS. Et ça sera même forcément nécessaire, puisque si l'application est hybride, si vous allez peut-être livrer la bonne version au niveau du bout, on va dire, pour Microsoft, et l'autre, si ce n'est pas lié, vous ne saurez pas lequel il faut livrer la bonne version. En mettant tout dans le même référentiel, vous serez sûr que vous allez livrer la bonne version pour la partie Microsoft et la bonne version pour l'autre partie. Parce que ça sera normalement lié par rapport aux exigences, et aussi au plan de test, et par rapport à la planification. Et comment on a tout ça? Parce que tout est dans Team Foundation Server. Le référentiel collaboratif. Voilà, donc ça, voilà, le code, forcément, il va dans, comme je disais, c'est vraiment un gestionnaire de sources et de configuration. Et ensuite, j'en parlais déjà tout à l'heure sur la partie automatisation, le fameux BDT, le Build, Deploy et Test. Là, en gros, il va falloir un moteur de test, un contrôleur de test. Là, c'est aussi géré via TFS, c'est-à-dire qu'en gros, quand je vais lui dire lance les tests, c'est TFS, grâce aux informations qu'il a pu recueillir pendant que je faisais les tests par rapport au code qui était exécuté, il va me dire, ok, il va exécuter uniquement les tests nécessaires. Donc ça, c'est avec la partie engine. Et aussi, l'engine va aussi servir pour tout ce qui est test de performance, d'interface web. Donc ça, c'est les tests de charge. C'est-à-dire qu'on va pouvoir dire, le scénario classique, c'est toujours pour mon application de gestion de congé, je me log, je crée une demande et je fais OK à la fin. Et on va simuler que 5000 personnes le font en même temps. Est-ce que ça a un sens? À voir. Mais on peut se dire, on peut arriver jusqu'à 5000 personnes. Est-ce que mon application va tenir? C'est lui qui va le simuler. Et là encore, avec des machines virtuelles ou pas, comme vous voulez. En plus, on aura un retour sur la partie agent de test. C'est-à-dire les agents qui tournent sur l'application vont dire, on va avoir des informations sur cet agent-là. Ils vont nous dire, est-ce que l'agent, il a assez de puissance processeur pour travailler? C'est-à-dire que s'il dépasse un certain seuil, ça veut dire qu'il n'a pas assez de puissance, on va dire, de temps disponible pour récupérer l'information. Donc ce qu'on va recevoir, c'est pas bon. Donc ça veut dire qu'il faut mettre des agents de plus. Vous voyez? Et là, soit on fait une nouvelle machine virtuelle ou une machine physique. Voilà. C'est-à-dire qu'on a aussi, parce que le test de performance et de charge, le plus difficile, c'est de savoir est-ce que les données qu'on reçoit sont les bonnes. Elles sont de bon niveau. Alors, ce n'est pas de bon niveau, mais
correctes au sens où elles ne sont pas erronées parce qu'on n'a pas eu l'information ou parce que celui qui se charge de collecter l'information est surchargé de travail. C'est-à-dire qu'il a trop de données qui arrivent et du coup, il en oublie un peu ou il l'apprend peut-être mal. Donc là, c'est aussi avoir ce retour-là. Ce n'est pas seulement juste sur l'application, c'est aussi sur les moyens qui vont tester l'application. Et ça, souvent, ce n'est pas facile à mesurer. Par exemple, les pompiers de Paris ont leur centrale d'appel. Eux, ils font des tests de charge sur l'application pour savoir, c'est qu'en gros, normalement, ils ont le droit, enfin, ils sont jusqu'à 11-12 personnes sur l'application, mais en pic, donc les pics, c'est le 14 juillet et le 31 décembre, voilà, d'appel. Donc là, ils mettent plus de personnes. Et ils se sont rendus compte que quand ils rajoutaient 1 ou 2 personnes de plus, l'application tombait. Pas tombait. Pour les pompiers, il y a le feu, etc. Bon, je ne vais pas le faire, mais en gros, c'est qu'elle perdait en performance. Donc, c'est-à-dire que le temps de prise en charge des appels était plus long. Donc, en cas d'appel d'urgence, c'est pas très bon. Parce que là, en gros, pour eux, ils ont des normes, parce que là, il y a des vies de personnes en jeu. Donc là, il y a des normes à respecter en termes de développement, etc. Voilà, donc bien sûr, on va pouvoir. Donc là, je vous montrerai après les différents outils associés à tout ça, dans le slide d'après. Voilà, et toujours tout ça dans le référentiel central, donc c'est-à-dire TFS, Team Foundation Server. Hop, alors je crois, voilà. Donc planification, donc qu'est-ce qu'on va pouvoir récupérer de cette planification? C'est des rapports détaillés pour une meilleure compréhension de ce qui se passe réellement dans le projet. C'est-à-dire que là, comme tout est dans le référentiel, c'est-à-dire que dès qu'un un développeur a terminé son travail, qu'est-ce qu'il va dire? Il dit « j'ai terminé ma tâche ». Donc en terminant sa tâche, il a la date de fin. Donc d'un point de vue planning, c'est remonté. Donc en gros, on sait exactement si on a pris du retard ou pas. D'accord? Le chef de projet n'a pas besoin de passer dans tous les bureaux. Au fait, est-ce que tu as fini ça, etc., etc. Non, tout est dans le référentiel, directement. Pas besoin de se casser la tête. Donc on va pouvoir consolider ce qui se passe réellement par rapport au planifié, bien sûr. Souvent, c'est ce qu'on cherche à faire. Donc là, on va avoir un certain nombre de rapports prédéfinis que vous pouvez bien sûr étendre. Hein. L'information est dans le référentiel. Après, c'est juste ce que vous voulez, vous, en récupérer. Ensuite, d'un point de vue développement, ça va être d'anticiper les problèmes avant qu'ils n'arrivent. Alors ça, c'est plus pour la partie analyse de code, revue, clonage de code. Clonage de code, ça vous dit quelque chose? Enfin, le terme, oui. Mais en gros, c'est les copier-coller, hein, classiquement. C'est « Ah bah tiens, lui, ce qu'il a fait, c'est super, je vais le reprendre. » Pof, je fais copier-coller, je le modifie un peu à ma sauce parce que c'est mieux, je vais mettre plutôt mon type de variable, etc. Voilà, bon, très bien. Ouais, sauf que quand moi, je vais dérouler, je vais tomber sur un bug dans cette partie-là. Ça veut dire que le bug, il est peut-être dans l'autre aussi. Donc là, en gros, je vais pouvoir soit en amont, c'est quand je fais un build, etc., c'est lancer l'analyse de code cloning, on va dire, qui va me dire, attention, il y a des codes un peu identiques. C'est-à-dire que si vous avez, comme je disais, vous avez changé le nom d'une variable ou d'un objet, lui, il va être capable de le détecter. Il ne cherche pas lettre à lettre. Il cherche un pattern. D'accord? C'est qu'en gros, il va chercher un pattern d'instruction. Après, peu importe les variables. Et quand il retrouve ce pattern, plus ou moins similable, non, ça ne va pas du tout ça. Similaire, merci. Je me disais, ça ne faisait pas très joli celui-là. Similaire, il va dire attention, on est plutôt à 100% de similitude, ou là c'est vraiment un copier-coller, on le sait, ou plutôt 20%. Donc c'est peut-être un copier-coller, mais peut-être que non. Et aussi, ça c'est intéressant, ça peut être aussi quand vous reprenez des applications existantes, pour un peu la partie tierce maintenance applicative, c'est OK, s'il y en a beaucoup de codes dupliqués, à maintenir, c'est pas terrible. Il va falloir regarder un peu partout. Et deuxièmement, est-ce qu'il n'y a pas moyen de factoriser tout ça? Je vais vous poser une question, ça fera moins de code à écrire, moins de code à tester, donc on peut se dire peut-être un peu moins de bugs, on n'est pas à l'abri. Voilà. Donc c'est un peu anticiper ce qui se passe. Donc là, bon, avec bien sûr, alors là c'est des rapports, on verra ça tout à l'heure. Et enfin, visibilité pour la côté test, visibilité de l'avancement du projet pour tous les membres. Là, ça va être, OK, on est à une semaine de la livraison, où est-ce qu'on en est des tests? Je veux savoir par rapport à toutes les exigences qui vont être livrées dans la prochaine version, quels sont les tests qui ont été exécutés ou pas. Et s'ils ont été exécutés, quel est leur statut? Parce que bon, exécuter c'est bien, mais si le statut c'est failed ou raté pour tous, on n'est pas bien avancé. Donc en gros, on va pouvoir avoir ce type de rapport, et si on voit, attention, là c'est demain qu'on livre et on se rend compte, sur une fonctionnalité, il y a un test qui est KO, on va pouvoir dire, OK, on vous livre ça quand même, parce qu'on s'est engagé sur la date, etc. Mais attention, ne cherchez pas à valider, je ne sais pas, si on revient sur l'application de congé, créer les congés, créer une demande de congé, par exemple. Bon, là, ça va, peut-être pas la peine de la livrer, du coup. Mais
on va dire créer une demande de congé, bah, cherchez pas à le faire parce qu'on a un test qui passe pas, donc c'est peut-être pas sûr que ça marche. Voilà. Mais au moins vous le savez, vous pouvez informer vos utilisateurs. Voilà. Et là, bien sûr, avec un certain nombre de rapports aussi, directement pré-câblés, que vous pouvez bien sûr enrichir en fonction des attributs que vous allez pouvoir ajouter sur vos tests, etc. Après, c'est complètement personnalisable par rapport au cycle de vie que vous aurez prévu. Je vous en parlerai tout à l'heure. Maintenant, donc, en termes de produits, donc sur la partie exigence, prototype et gestion de projet, on va avoir du Word, du PowerPoint, de l'expression Blend, je ne sais pas si vous, pour la partie interface graphique, Excel et Project, d'accord, pour la partie gestion de projet. Pour la partie développement, vous allez avoir Visual Studio, forcément. Et enfin, pour la partie autre que la plateforme Microsoft, vous aurez le plugin, enfin on va dire le Team Explorer Everywhere, TEE, voilà, encore un autre acronyme. Donc là, qui est disponible sur les différentes plateformes là, qui sont citées. Et pour Eclipse, comme je le disais tout à l'heure, c'est un plugin, voilà, tout simplement. En plus, je crois qu'il est maintenant disponible depuis la page de download d'Eclipse, si on a reçu une information là-dessus hier directement. Et enfin, sur la partie test, donc sur la partie gestion des tests et test manuel, on a Visual Studio Test Professionnel. Et tout ce qui est test de performance, automatisation, c'est Visual Studio en mode Ultimate. Voilà, donc là, tout se passe dans Visual Studio, c'est plus au niveau du... Mais bon, les tests de charge, de performance, c'est rarement le testeur fonctionnel qui fait ça. Là, il faut un peu connaître l'architecture de l'application, savoir où on doit, entre guillemets, attaquer pour être sûr, pour voir s'il n'y a pas des points faibles ou pas, d'ailleurs. Ça peut très bien se passer, on n'est pas à l'abri. Directement, et enfin, pour la partie automatisation, comme je vous disais, on va pouvoir générer à partir des tests manuels directement le code pour l'automatiser. Là, vraiment, c'est-à-dire ne plus avoir aucune intervention humaine lors de la, lors de la création d'une nouvelle version, par exemple. Voilà, donc, pour un peu résumer, donc Team Foundation Server, central, bien sûr, le référentiel central qui va permettre la partie collaborative, traçabilité et partage de l'information avec tous les acteurs du projet. Okay, donc, qui va bien sûr traiter la partie Project Management, Requirements Management, donc les exigences, la partie gestion de configuration, gestion des sources, la partie gestion des cas de tests ou des suites de tests, partie, alors, build automation, cela build, ça a une connotation un peu code, ce n'est pas forcément le cas, c'est, on va dire, processus d'automatisation. Je peux très bien dire, je vais déployer et tester, je n'ai pas besoin de builder, parce que peut-être que l'application a été buildée auparavant par quelqu'un d'autre, et moi je vais la récupérer. Par contre, la partie déploiement, ça ne m'intéresse pas de le faire, et lancement des tests, enfin, ça ne m'intéresse pas. De le faire manuellement, j'entends. Je peux plutôt l'automatiser, parce que je veux le faire par exemple toutes les nuits, par exemple. Ou toutes les semaines, ou tous les week-ends. Je veux le tester. Et ça, je ne veux pas être là le week-end pour appuyer sur le bouton. Donc ça se passe de manière automatique. Voilà, on va plutôt automatiser ça par cette partie-là. La partie, bien sûr, reporting, ça c'est super important. C'est où est-ce qu'on en est dans notre projet? Est-ce qu'on est plutôt en avance, plutôt en retard? Ou si on a besoin de ressources, si on est plutôt en retard, est-ce qu'on a besoin de ressources? Combien? Voilà, pour après peut-être aller voir son chef et dire en fait il me manque deux bonhommes en plus ou j'ai 3 bonhommes de trop. Ça c'est rarement le cas, mais on ne sait jamais. Bien sûr, tout ça assuré donc, par le parti Process Template. Donc là, c'est un modèle de processus. J'en citais Agile, Scrum, CMMI, donc en gros cycle en V ou Waterfall, donc en cascade. Voilà, c'est ce qu'on va avoir comme processus livré par défaut. Bien sûr, ces processus sont complètement personnalisables. D'accord? Donc là, vous en faites ce que vous voulez. Alors bien sûr, après, autour, on a la partie SharePoint, aussi bien pour le développement de sites SharePoint que pour le partage d'informations auprès des utilisateurs. Expression pour la partie interface graphique. Office, là, c'est les Excel, les Word, etc. Visual Studio, bon, ça, forcément. Après, la partie Team Explorer pour aller accéder à l'information depuis des plateformes autres que Microsoft. Web Access, comme son nom l'indique, c'est donner un accès web aux informations du projet. C'est-à-dire que je suis chef de projet, je n'ai pas besoin d'avoir Visual Studio installé sur mon poste pour pouvoir accéder à l'information. Je peux très bien le faire depuis un browser Internet. Okay, et enfin, la partie verte, extensibilité, c'est pour permettre d'étendre les possibilités et d'intégrer d'autres outils qui pourraient être disponibles dans les entreprises. Je sais pas, j'ai déjà une gestion d'exigence, je ne veux pas reprendre celle de TFS, mais par contre, je veux connecter absolument ma gestion d'exigence existante. Voilà comment on va pouvoir le faire.
Et enfin, ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est le lab management qui va vous permettre, lui, de carrément créer des environnements de recettes, de pré-production, de développement pour valider les différentes livraisons que vous faites directement. Voilà. Donc juste, alors je pense que vous êtes tous en Visual Studio 10, que vous présentez plus Visual Studio 10. Donc là, depuis le 29 février 2008, peut-être, là je vois quelqu'un qui sourit. Depuis le 29 février de cette année, nous avons sorti VS 11 Beta, donc qui est accessible, téléchargeable, etc. Donc vous pouvez le télécharger, vous avez sinon une image virtuelle où tout est installé. Ça peut peut-être être plus simple. Donc en gros, comme je vous disais, on s'oriente maintenant vers la partie opérationnelle. C'est ce qu'on appelle le Develop Operate, ou peut-être vous avez vu dans la littérature ce qu'on appelle le Dev-Ops. D'accord? Donc ça, c'est lié de plus en plus les développements et l'opérationnel. C'est-à-dire que s'il y a un problème applicatif au sens la base de données, il n'y a plus de place, ou elle est surchargée, ou le serveur il tourne à 100% en permanence dès que quelqu'un fait une requête, ça va au développement, ça part automatiquement. Donc là pour ça c'est les nouveautés VS 11, hein, j'insiste bien, c'est la partie donc, SCOM et TFS intégration. Donc SCOM c'est System Center Operation Manager. Donc qu'est-ce qu'il va lui dire? C'est que lui va détecter les alertes. D'accord, sur la partie applicative, donc sur les serveurs, etc., serveurs de données, serveurs applicatifs, tout ça. Et si, après, en fonction des alertes que vous allez avoir, vous allez lui dire, ça c'est une alerte plus pour les développeurs, donc je l'envoie directement dans TFS. C'est-à-dire que je vais créer, alors peut-être pas un bug, mais un type particulier d'item pour dire, ça c'est un bug opérationnel, on pourrait dire, par exemple, bug opérationnel, avec toute l'information, bien sûr, avec un lien vers SCOM, pour accéder à l'information plus précisément si nécessaire. Ensuite, vous avez, ça c'est super important, c'est IntelliTrace en production. En 2010, ça n'existait que côté développement. C'est-à-dire qu'IntelliTrace enregistre tout ce que vous faites pendant le debug. Là, c'est la même chose de ce qui se passe en production, c'est que ça enregistre tout ce qui se passe, toutes les exceptions, etc., qui peuvent se passer pendant l'exécution de l'application. Mais là, on est en production, on n'est plus sur mon poste en train de débugger, etc. C'est-à-dire que ça va me permettre de donner une trace au développeur, ça enregistre tout, et le développeur, quand il va charger ce fichier, alors ça c'est gros, hein, c'est quelques centaines de mégas, voilà, parce que ça stocke toutes les informations, il le ramène sur son poste, là encore, c'est stocké bien sûr dans TFS, forcément, hein, gestion collaborative, le référentiel, et le développeur va pouvoir récupérer cette information-là et se faire du pas à pas jusqu'à l'exception, par exemple, ou le problème qu'on a pu rencontrer en application. Et dire, voilà, quelle est la call stack, la pile d'appel, les variables locales à ce moment-là, et essayer de comprendre pourquoi il y a eu ce bug. Alors bien sûr, on ne capture pas tout. Hein. C'est vous qui sélectionnez le type d'exception, etc., que vous voulez sauvegarder, parce que sinon, là, je parlais de quelques mégas, de centaines de mégas, ça ne serait plus des centaines de mégas, là, ça serait des centaines de gigas. Après, analyser ça derrière, c'est même pas la peine, quoi. Donc en gros, ce qui se passe, c'est vous avez votre application qui plante de temps en temps. Vous dites, on n'arrive pas à pouvoir reproduire, etc. Ce qu'on va faire, c'est que vous activez à ce moment-là IntelliTrace, vous savez sur quoi, les exceptions qui apparaissent, on les a dans les logs, et là, vous allez lancer IntelliTrace sur ce type d'exception, et quand le plantage apparaîtra, vous pourrez prendre la trace en question et l'envoyer au développement, directement. Ensuite, on a la partie storyboarding, ça on en a parlé. Le backlog management, je vous montrerai, c'est plus en mode agile, c'est le tableau des post-it. Ce que j'appelle le tableau des post-it, c'est on a un écran blanc, un tableau, on pose des post-it, tiens, avec les noms des personnes et ce qu'il y a à faire, tiens, ça c'est à faire pour toi. Et quand il a terminé, il prend son post-it et il dit, ça y est, j'ai terminé. Méthode agile, etc. Pof, là on l'a fait directement en mode web. C'est plus simple, ça évite d'avoir le tableau à côté. En termes de référentiel central, le tableau à côté, ça marche moins bien. Ensuite, sprint planning exécution, ça c'est dans la partie planification, bien sûr. Personal et productivity, ça c'est en gros, c'est donner à l'utilisateur uniquement les informations dont il a besoin et pas plus. Le développeur, quand il se connecte à Visual Studio, il doit juste avoir sa liste de tâches. C'est peut-être ses revues de code à faire, mais pas plus. Il ne doit pas avoir les tâches de ses copains. Pour l'instant, il n'a rien à intervenir, au moins sur ces tâches-là pour le début. Et enfin, le feedback client, ça c'est le retour. C'est une fois que l'application est mise en production, en recette, etc., c'est de dire, OK, monsieur l'utilisateur, est-ce que vous êtes content avec ce qu'on vous a livré? Oui ou non? Et après, on repart dans un cycle. On remet en production et hop, c'est reparti.
Voilà, après, bah, là, c'est en plus petit, hein, c'est tel de story. Donc, en gros, bah, qu'est-ce que je veux? On gère le backlog, quand on est plus en mode agile. On planifie un sprint, on fait le sprint, on déploie aux différentes personnes intervenantes, on attend le retour et hop, ça devient de nouveau dans le backlog. Ah bah oui, mais le bouton, je ne le voulais pas là, ou je ne le voulais pas rose, je le voulais vert clair, etc. Tout ça, ça revient et on boucle. Voilà. Est-ce que... C'est vrai que j'ai jusqu'à 10 Pas juste sur le slide où on voit le... Pardon? 2 avant, ouais, encore avant. Celui-là, ouais, juste pour mettre en perspective avec ce qui va se passer cet après-midi. Donc on va avoir un retour concret, parce que ça peut vous paraître un peu obscur, il y a beaucoup de notions qui interviennent. On va avoir un retour concret donc, de Dijon cet après-midi, qui ont utilisé toute la suite, TFS et Visual Studio, qui ont personnalisé ce process template pour pouvoir en fait enseigner avec TFS et Visual Studio. Donc on va véritablement voir comment ils accèdent aux différents éléments de travail. Ils ont personnalisé les fiches de bugs, de tâches, etc. Pour que ce soit accessible à chaque étudiant. Comment ils font les rapports, de savoir qui a fait ces exercices, qui a bien réussi ces exercices, etc. Donc on va voir tout ça en fait des cas très concrets cet après-midi de 13h à 16h30. Voilà, c'est juste pour fixer les idées. Oui, alors après, est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que je vous ai complètement perdu ou ça va? Bon, j'entends un ça va vaguement, je me dis bon, on va continuer. Donc maintenant, on va passer à la démo. Alors là, ça va pas être super... Ah oui, pardon. Bien sûr. En gros, alors, je vais reprendre encore ma demande de congé. La demande de congé, ça pourrait être ce dont, comme a parlé Benoît, c'est un work item particulier. On a des clients qui utilisent pour les demandes informatiques. Demande informatique, je veux un nouveau PC ou j'ai besoin d'un disque dur. Ça suit un workflow. C'est un processus. Ça, on peut très bien le faire dans Team Foundation Server. C'est possible. Après, bon, pourquoi pas? Par exemple, chez Microsoft, on utilise sur tous les produits Office, Windows ou Visual Studio, on a un moyen de... j'utilise Visual Studio, je trouve un bug dans Visual Studio, je le remonte à l'équipe de Corp. Donc il y a un site connect.microsoft.com, n'importe qui utilise Visual Studio. Et en fait, chaque feedback utilisateur, donc s'il y a quelqu'un qui n'est pas content de la couleur des icônes dans la nouvelle version, par exemple, le remonte à travers ce site et ça va directement dans un TFS. Voilà. Où là, il y a quelqu'un qui n'est pas du tout développeur, pas du tout testeur, qui va regarder, il y a 10 000 utilisateurs qui n'aiment pas la couleur de l'icône. Donc c'est ce qui s'est passé pour la nouvelle version de Visual Studio qui va arriver. On avait livré une bêta le 29 février avec un fond gris. Voilà. Les gens n'aimaient pas le fond gris. Ils ont monté à travers le site connect.microsoft. C'est arrivé dans le serveur TFS de l'équipe. Voilà, ils ont changé la couleur. Donc ça peut permettre de faire différentes choses. Ah mais oui, c'est tout à fait envisageable. Après, vous avez le moteur c'est un moteur de workflow intégré, aussi bien pour la partie work item ou bug, etc. Mais après pour la partie automatisation, après c'est des commandes, on peut lancer des commandes en ligne, etc. Donc pour automatiser un certain nombre de choses, on peut très bien l'utiliser. Comme je disais tout à l'heure, c'est pas forcément pour ça il faut. Mais comme c'est une image, je peux pas enlever le build, puis mettre un gros carré dessus, ça fait pas super joli. Mais c'est pas forcément du build automation. C'est de l'automatisation de processus. Voilà. Après le processus, vous mettez ce que vous voulez derrière. Alors là, on va passer dans la partie démo. Alors, c'est pas super pratique, parce que je vais être obligé de regarder l'écran quand même. Pour les slides, c'était plus facile. Alors, si je vous regarde de moins, ne vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié. Hein. Alors, oui, hop, ma souris est là. Là, ça va être... Ah oui, j'ai pas le clavier en plus. Ah oui, donc non, mais je peux pas me mettre là. Alors. Il faut que je me mette là. Là, ça va être pratique. Alors, c'est parti. Déjà mettre un peu comme ça. Voilà. Et c'est parti. Alors... Là, bien sûr, j'ai une machine virtuelle. Hop. Normalement, c'est possible, hein, mais... Oui, non, mais c'est... voilà, c'est que... Je vais me mettre là, puis je m'allongerai, c'est pas grave. Je suis en plein écran, là? Ah oui, attendez. Tant pour moi. Alors, je vais faire une manip. Je vais le faire hors, parce que faut que je réduise la résolution. Hop. De ma machine virtuelle, voilà, c'est mieux. Screen resolution 1024.
Voilà, apply. OK, keep change. On referme. Et on rebascule. Hop. Oui, non. Voilà. Full screen. Voilà, c'est bon. Alors. Donc là, voilà, bon, donc là, c'est une machine virtuelle où tout est installé dessus, et il y a le TFS, etc. C'est pas forcément ce qui peut être après déployé, on peut faire plus dispatché, on va dire. Ce que je vais faire, c'est que je vais directement me connecter au... Ça, c'est mon portail, donc celle-là, c'est le portail SharePoint, d'accord, qui est livré de base avec Team Foundation Server, où là, je vais avoir un certain nombre. Alors oui, du coup, c'est un peu... la résolution. Donc là, ici, j'ai l'effort, j'ai le product backlog, qu'est-ce qu'il reste à faire. Donc ça, bien sûr, c'est personnalisable, hein, d'accord. On peut faire plusieurs tableaux de bord en fonction des personnes, d'accord, en fonction du profil. C'est-à-dire que je suis chef de projet, ça m'intéresse bien. Je suis développeur, c'est pas forcément ça qui va m'intéresser. Je suis testeur, c'est pas forcément ça qui va m'intéresser. On va pouvoir créer un certain nombre de tableaux de bord et les affecter au profil en question. Donc ici, on voit par exemple ce qu'il y a. Donc on a 23 bugs, 23 donc work item de type bug, 29 product backlog item. Donc là, je me suis mis en mode agile. D'accord, donc là, j'ai un processus de type agile pour ce projet-là. Ensuite, j'ai des tâches. Après, j'ai des cas de test. Ensuite, on va voir ici, par exemple, les builds récents qui ont été construits. Donc là, vous voyez, c'est des hyperliens. Donc si je clique dessus, ça va m'ouvrir automatiquement en mode web, hein, bien sûr. Je n'ai pas besoin d'avoir Visual Studio installé pour pouvoir voir le contenu du build. Et ensuite, ici, voir si on a fait des check-in. Donc là, en gros, c'est tout ce que j'ai livré au référentiel en termes de source. D'accord, donc là, c'est ce qu'on appelle la notion de change set. Je ne sais pas si ça vous parle. En gros, on fait des paquets de tous les fichiers qu'on livre dans le cadre d'une tâche. Donc c'est ce qu'on appelle un change set. Voilà. Donc ici, voilà le workflow. Et ici, j'ai mes documents partagés. Donc là, on voit, j'ai un storyboard. Donc on va prendre celui-ci. Donc là, le storyboard, comme je vous disais tout à l'heure, c'est du PowerPoint. Donc là, il va m'ouvrir PowerPoint. Voilà, je vais me mettre en mode édition. Je pourrais le faire sans mode édition, mais comme je voudrais vous montrer le lien avec Team Foundation Server, il faut que je me mette en mode édition. Donc là, ici, vous avez, vous voyez, hop, un onglet qui apparaît pour storyboarding. Ici, vous avez les différentes formes dont je vous parlais tout à l'heure. Ici, qui apparaissent, on voit des tablettes, des Windows Phone, hein, d'accord. Mais vous pourriez faire d'autres téléphones, c'est possible. À vous de le faire. Vous allez avoir les différents menus, etc. Et là, si j'anime ce PowerPoint, donc là, là c'est un site pour créer des tickets pour le support, d'accord. Donc là, hop, donc là je clique, je fais l'animation. Donc là, je fais rien, c'est juste je clique sur la souris, hop, create. Quand j'ai cliqué sur create, comme je vous disais tout à l'heure pour ma demande de congé, j'arrive sur un tableau de bord, etc. Voilà sur lequel on arrive. Si je clique sur un tableau de bord, qu'est-ce que je vais avoir? Toc, directement la liste de toutes les, là c'est les demandes de tickets qui ont été créées dans le cadre du support, directement. Donc là, vous voyez, c'est pas entre guillemets, c'est pas la vraie application, là, c'est juste du slide. Hein. Là, on est bien, c'est juste du slide. Après ici, il y a là, voilà, on voit le support, ça c'est le mode interne, c'est pas pour le client. Hop, je voulais vous montrer, voilà, c'est pour la partie web, téléphone. Donc là, comment ça se passe sur le téléphone? Quand je clique sur login, j'ai le clavier qui apparaît. D'accord, le clavier, hein, il est prédéfini. Hein, c'est pas vous qui allez le refaire touche par touche. Hein, d'accord, il est livré par défaut. Vous avez le login password. On fait login. Hop, voilà sur quoi on arrive sur mon agenda dès que je me connecte. Ensuite, si je veux voir un rendez-vous particulier, je clique dessus. Voilà, ça me dit ça. Hop, je dois aller voir le client en question pour installer. Hop, je suis un peu en retard. Montre-moi la carte pour y aller. Hop, il montre la carte. Voilà, c'est là où on doit aller. Je vais pouvoir aller à droite, à gauche, donc simuler un peu comment je peux naviguer dans la carte. Si je veux zoomer, j'ai la possibilité de la fonction zoom. C'est directement livré. Hein. Ça fait partie du plugin, de l'add-on qui a été rajouté dans PowerPoint pour faire ça. C'est-à-dire que tout ça, c'est livré. Après, bien sûr, il y a à vous de dire, voilà, mon application devra se comporter comme ça, etc., etc. Faire les mouvements s'il y a besoin. Après, vous pouvez faire plus basique, hein, etc., etc. Voilà. Donc ensuite, ça, ok. Donc en gros, on a un certain nombre
d'exigences, dire bah voilà, je dois faire cliquer là, etc., etc. Donc là, ici, je vais pouvoir le connecter. Donc on a ce qu'on appelle les storyboard links, qui va me permettre de me connecter directement aux exigences, ou là, dans mon cas, alors là, j'ai un peu mélangé, je ne devrais pas faire ça, mais là, ce qu'on appelle, puisque je suis en mode agile, au product backlog item, d'accord, ça serait en mode CMMI cycle en V, ça serait exigence ou requirements, directement, le type particulier. Là, j'ai un bug, et là, je peux très bien, donc je suis déjà connecté, link tout, et là, ce que je vais faire, c'est que j'en avais prévu un, hop, PS. Ma souris, où est-elle? Je ne vois plus ma souris, là, voilà. Fine. Hop, voilà, donc là, bah, j'ai un product backlog item, il suffit de faire, je coche, OK. Voilà, maintenant, il est là, l'utilisateur doit pouvoir faire une présentation, donc j'ai mis BTS SEO, ça me permet d'avoir un mot-clé, c'est plus facile. Hop, j'ai lié maintenant ce storyboard avec l'exigence en question. D'accord? Alors là, il y en a plusieurs, bon, c'est parce que je le fais en forme de démo, donc je le rajoute au fur et à mesure. Normalement, ça ne bouge plus trop après. Peut-être on redéfinit l'exigence, mais les liens ne changent plus, sauf si bien sûr vous enrichissez le storyboarding. Dans ces cas, on peut se dire bah, peut-être les exigences vont changer ou on doit en rajouter d'autres. Voilà, donc là j'ai fait mon lien, super. Là voilà. Donc là, ce que j'ai fait, on va dire, on a défini, j'ai fait le lien avec les exigences, ou j'en ai créé pour faire le lien directement. Là maintenant, ce qu'on va passer, c'est directement sur, là par contre, maintenant, le tableau de bord de l'équipe, là, de l'équipe projet, le développement. Donc j'arrive sur cette, sur ce tableau de bord qui est bien sûr personnalisable. Donc là, on retrouve ici la possibilité de créer directement un product backlog item, une tâche, un bug ou d'autres types. Donc là, c'est ce qui sont livrés avec le processus dont parlait tout à l'heure Benoît, qui a été personnalisé par l'équipe de Dijon. Voilà, c'est là où on peut faire. J'ai cliqué sur un truc sans faire exprès. On voit sur Burn Down Chat, par exemple, pour le sprint 3. On a ici les informations, donc je suis dans le sprint 3 du 5 mars au 13 juillet, alors je fais des sprints très longs, normalement c'est pas comme ça que ça se passe, mais comme ça m'évite de changer, je tourne toujours dans le même, c'est plus simple dans le cadre de la démo. Ici, en termes de backlog item, j'ai 7 qui sont non démarrés et 6 qui sont en cours, on va dire. Alors en cours, il y a au moins quelqu'un qui a commencé à travailler, voilà. On peut être à 5% de démarrage ou à plutôt 95%, là au moins on sait. Enfin, ici on ne voit pas, mais on sait que ça a démarré, bah, après il faut un peu rentrer dans le détail. On a ici feedback request, donc ça c'est un work item, donc c'est un type de work item particulier. Product backlog, le sprint backlog, tous les bugs, 14. Les codes revus, les feedbacks volontaires. Donc là en gros c'est tiens, je vais faire l'application, j'ai vu un truc qui ne me plaît pas trop, hop, je vais lancer un feedback volontaire pour le rentrer dans le référentiel. Un peu comme disait tout à l'heure Benoît pour la partie, oui les couleurs n'étaient pas très jolies dans la bêta, ben voilà je le dis. Donc ça c'est un feedback volontaire, personne ne m'a demandé de le faire. C'est moi, je me suis dit, ah ouais, c'est pas super joli, je préférais plutôt quelques couleurs, etc. Hop, je le remets. Et comme ça me revient ici directement, c'est traité comme pas un cas à part, mais là je l'ai mis sous une forme de vignette particulière. Parce que c'est important pour moi par rapport à un feedback request. C'est-à-dire que là j'ai des gens qui m'ont dit volontairement, il y a quelque chose, peut-être qui ne me plaît pas ou autre, que je voudrais améliorer, ou que je voudrais en plus, peut-être pas forcément qui ne va pas, mais je voudrais en plus, bah là je le vois là. Je disais tout à l'heure ici, c'est les change-sets, c'est qu'est-ce que j'ai livré récemment. Ici, j'ai un peu une courbe de tendance de mes builds. Donc là, j'ai un build ici. Voilà, le dernier, c'est partiellement terminé et correctement, on va dire, il y a 11 minutes. Voilà. Et ensuite, on a, là, comme je vous disais, view le backlog. Donc là, le backlog. Donc on voit ici tout ce qui reste à faire. Donc là, voilà, c'est affecté à la release 1, mais pour l'instant, on n'a pas mis de sprint. On est en mode agile là, dans ce cas-là. Après, en fonction du type de processus, on va pouvoir changer. Bah là, tout simplement, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre ça, je vais dire ça. Maintenant, c'est pour le sprint 3. Automatiquement, on le voit ici, il m'a affecté sprint 3. Et là, maintenant, je vais passer dans le banc, dans mes tâches. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, les fameux post-it, on va le retrouver ici. Puis je vais dire, bah oui, ça, l'utilisateur doit pouvoir faire une présentation. OK. Donc là, je vais rajouter une tâche pour un développeur. Voilà, faire, bon là, je vais faire simple, hein, faire le développement. Un peu basique, hein. Un peu plus précisément, on peut décomposer en plusieurs tâches. Là, je vais l'affecter. Alors, je suis connecté en tant que Julia. Voilà, ça ne se voit pas, mais je suis Julia. Donc là, vous voyez l'état, donc en fonction du workflow, c'est to do. Et vous avez après in progress et terminé. Donc là, c'est assez basique pour les tâches. Mais pour d'autres types de work items, ça peut être un peu plus, pas plus complexe, mais où on a un peu plus d'étapes, des validations, des choses comme ça. Pardon. Donc là, ici, on peut dire, c'est
pas forcément le chef de projet qui le fera, ça, mais il peut dire, voilà, il reste 6 jours. Bon, c'est à voir. Save and close. Voilà, on le voit ici. Je peux très bien dire, hop, je dire, je suis Julia, je peux le faire, hein, d'accord. Je peux dire, je passe en. Si ça avait été affecté à quelqu'un d'autre, je ne pourrais pas le faire. Je ne pourrais pas dire pour quelqu'un d'autre, tiens, tu es déjà en train de travailler dessus. Non. Par contre, à partir de là, alors je vais le laisser pour Julia, mais ceux-là sont terminés. Je peux très bien, si vous regardez, si je change ici, je mets 3 par exemple, hop, automatiquement, les chiffres sont recalculés. D'accord. Et le burn down chart est automatiquement recalculé. Alors là, on voit un petit pic. Alors ce que je vais faire, c'est que pour voir vraiment, on va faire, hop, on va mettre 30. Voilà. Ah oui, enfin, vu l'échelle, c'est pas 30 que j'aurais dû mettre, c'est 100. On va refaire pour vous montrer que c'est automatiquement remis à jour. Hop. Ah, pardon. Hop, 100. Voilà. Voilà, vous voyez là, on est remonté, il a changé l'échelle, etc. Il a recalculé automatiquement. La courbe que vous voyez, c'est l'optimal. On devrait être en dessous. Donc là, on est remonté au-dessus. Là, on n'était pas bon ici. Hein. Bon, là, en gros, si vous regardez, c'est que si c'est rien passé pendant ce temps-là. Il n'y a pas eu de nouvelle tâche, c'est déjà pas mal, mais personne n'a rien fait. Voilà, donc c'est pas très bon. Et bon, comme je rajoute des choses, vous voyez, je fais des plus 100, des moins 100, des plus 3, et je ne termine jamais, hein, quasiment, hein, parce que vous allez voir, je vais terminer la tâche, voilà, elle sera terminée, mais je n'aurai pas fait les 100 heures. Donc en termes de planning, c'est pas, je casse un peu tout, on va dire. Ici aussi, alors, voilà, on peut faire comme ça pour affecter les tâches. Ça, c'est la visualisation par les items du backlog, on va dire les exigences. Je peux le faire aussi dans l'autre sens. Ce qui m'intéresse, c'est par les bonhommes. Est-ce que y a Annie là, qui a pas mal de boulot, il y a Brian qui a du boulot, Cameron, voilà, Julia, comme j'ai mis 100 heures, ça se voit tout de suite là, par rapport aux autres. Il y a un gros décalage. Donc là, je pourrais très bien dire celui-ci, par exemple, hop, on va dire que c'est pour. Allez, Cameron est juste au-dessus, hop, et voilà. Tout est recalculé, du coup, Julia se retrouve avec quelques heures en moins. Voilà, je vais pouvoir faire d'ici. Ça, dans le mode agile, ça marche bien. Comment dire, c'est comme ça qu'on va travailler. Maintenant, si je vous le montre plus en mode gestion de projet, entre guillemets, classique, je vais ouvrir Project. Donc, on va ouvrir le fichier hop, de planning que j'avais déjà préparé, ça simplifie. Hop, ici, vous voyez, j'ai déjà implémenté ça. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire dans le menu Team, Get Work Item. Je vais récupérer les Work Items. Hop, là, il me dit que j'ai modifié des choses, mais que je n'ai pas livré, mais ce n'est pas très très grave. Et là, on va faire ah ben non, c'est pas ça du coup, c'est les tâches qu'il me faut. C'était le développement, j'ai mis faire le développement. Alors si je mets faire, je pense que je vais en avoir beaucoup. Parce que je fais toujours faire le travail, faire le développement. Ben voilà. Donc on va cocher sur cette case-là. Hop, OK. Donc là, il va me l'importer ici, vous voyez. Comme c'est une tâche qui est liée à l'exigence, automatiquement, j'ai des décalages. Je pourrais très bien créer une nouvelle tâche. Ici, donc vous voyez, 100 heures, il me l'a transformé en 12 jours et demi. Parce que j'ai dit que 8 heures par jour. D'accord? Donc il m'a automatiquement recalculé. Là, en gros, hein, c'est pour vous montrer, c'est que l'information, elle est dans le référentiel. Et peu importe ce que j'ai comme outil derrière, ce que je préfère, si c'est de l'Excel, du project, ou directement travailler sur le référentiel via un browser Internet, j'ai l'information qui apparaît. Et qui est remis à jour. Là, vous voyez, j'ai récupéré les tâches, etc. Ici, si je veux dire, je veux insert task. Ah, il me mettra au-dessus, c'est pas très grave. Nouvelle tâche. Bon, ça fera encore une autre. Je fais souvent des nouvelles tâches. Et là, maintenant, si je publie. Ah oui, pardon. Ici, je n'ai pas dit le statut. Où est-ce que c'est? Oh là là, c'est pas pratique. Hein. Il faut que je dise ce que c'est comme type, parce que sinon il ne sait pas comment le créer. Voilà. Hop, ici, je dis que c'est une tâche, donc voilà les différents types. Et là, je publie. Et si je reviens là, hop, il m'a créé la tâche numéro 175. Directement, qui est liée à l'exigence un titre. Voilà, donc là, en gros, même si je travaille dans Project, mon référentiel, ce n'est pas un fichier, c'est le référentiel TFS. Et là, voilà, pour ça, j'ai bien créé la tâche numéro 175, qui pour l'instant est affectée à personne, etc. Bon, ça peu importe, mais après, c'est ma gestion de projet à faire, quoi. Entre guillemets, c'est mon boulot. Mais au moins, voilà, j'ai pu, depuis mes outils classiques, habituels, je peux faire mon boulot, même si tout est dans un référentiel centralisé.
Je n'ai pas besoin d'installer quelque chose de particulier pour le faire. Donc là, ce qu'on a vu, on a vu un storyboarding, donc voilà ce qu'on voulait comme application avec les différentes étapes. On a lié ça à un certain nombre d'exigences. Okay, donc là, je l'ai fait sur une seule, enfin, il y en avait déjà, j'en ai rajouté une. Ensuite, en tant que chef de projet, j'ai pris cette exigence. Normalement, c'est plutôt un lot d'exigences que l'on va faire. J'ai pris ce lot d'exigences et j'ai dit, bah voilà, je vais l'affecter à tel sprint. Une fois que j'ai affecté à tel sprint, je dis que c'est un tel qui va le traiter, ou plusieurs personnes. Hein. Bon, là, je fais simple pour éviter d'avoir à me déloguer, reloguer, etc. Je l'affecte à la personne en question, je lui dis, bah, voilà, il y a tant d'heures pour le faire, et tu te débrouilles. Donc là, maintenant, une fois que la tâche est donnée, on va passer côté développement. Okay, donc là, on va fermer Project, donc est-ce que vous voulez enregistrer? Oui, comme ça, je garde mon planning, mon fichier, j'aurai juste à le synchroniser avec le référentiel à la prochaine ouverture. Hop, là, maintenant, on va passer dans Visual. Voilà, et ici, donc ça, c'est Visual Studio 11 en bêta, d'accord. Donc, comme le disait Benoît tout à l'heure, il est tout gris. Donc, bientôt, il sera avec un peu de couleur. Voilà, il y aura un peu plus de couleur. Donc ici, là, on a complètement refondu le Team Explorer pour accéder aux différentes informations. Donc, Team Explorer permet d'accéder aux différentes informations qui me sont pertinentes en tant que développeur. J'entends. Donc, on a bien sûr My Work. Qu'est-ce que je dois faire? Pending Change, c'est en gros tout ce que j'ai modifié dans le projet, donc en termes de sources, de cas de test, d'automatisation de test, etc. Mais work item, donc si je veux créer des nouveaux work items, une nouvelle tâche, un nouveau bug, etc., je vais pouvoir le faire. Ensuite, lancer des builds, lancer du reporting, aller voir les documents partagés. Si je clique dessus, voilà, on retrouve, shared document, je vais retrouver mes quatre fichiers PowerPoint de tout à l'heure, qu'on voyait depuis mon SharePoint. Là, moi, je n'ai pas envie d'aller dans SharePoint pour aller voir les documents. Moi, mon outil de travail, c'est Visual Studio. Donc, je dois tout voir du référentiel depuis Visual Studio. Donc, on va revenir My Work. On va regarder My Work. Et là, normalement, je dois avoir ma tâche, voilà, qui a dû apparaître. Une tâche, non, depuis Excel, c'est pas ça. Voilà, faire le développement, ma tâche 174. Donc là, on va dire qu'on va traiter celle-là, etc. J'aurais pu mettre un caractère plus urgent. Donc là, en gros, qu'est-ce qu'on me demande de faire? Je vais l'ouvrir. Ici, en gros, faire le développement. Super. Ok, ça c'est pas super clair comme information quand même. Donc là, qu'est-ce que j'ai? Je vous parlais tout à l'heure de traçabilité. J'ai un lien qui apparaît. Hop, le lien est... Attendez, on va se mettre en... On va enlever ça, plus simple. Voilà. Hop. Voilà. Et ici, on retrouve l'utilisateur doit pouvoir faire une présentation BTS SEO. Ah, j'allais dire, je comprends mieux. Pas forcément, mais... Ok, bon, bah attendez, on va l'ouvrir. Il y a peut-être qu'il y a plus d'informations dedans, peut-être qu'il y a au moins une description. Donc, comme vous l'avez vu, il y a bien une description, mais ça ne va pas m'aider. Et là, par contre, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai un storyboard. Et là, on retrouve notre storyboarding de tout à l'heure. Donc, je vais pouvoir l'ouvrir et comprendre les différents cheminements que je dois développer pour créer des nouveaux tickets de support dans le cadre de l'application en question. D'accord ? Ok, on pourrait voir s'il y a des cas de test. Bon, bah là, il n'y en a pas, on vient juste de commencer, donc on n'a pas encore de cas de test, mais je pourrais très bien voir les cas de test. Donc, ok, super. Donc là, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'est-ce que je vais dire? C'est que maintenant, ma tâche, donc deux possibilités, soit pour dire je vais travailler dessus, bah, je la fais glisser jusque-là, d'accord? Et là, automatiquement, hop, ça devient ma tâche in progress. C'est-à-dire que tout ce que je vais faire maintenant sera enregistré dans le cadre de cette tâche. D'accord, tout ce que je vais faire, donc c'est modifier un fichier, rajouter un fichier, supprimer, renommer, etc. Tout sera enregistré dans le cadre de cette tâche. J'aurais pu faire aussi, non, plus simplement, je ne sais pas, c'est add to in progress. Là, je prends mon post-it à faire, je le passe à en cours. Ok? Donc, alors là, vous allez voir ce que je vais faire. Là, c'est très puissant, là. Vous avez vu, déjà, je ne tape même pas dedans, en plus. Alors, hop. Hop, donc là, tâche, donc c'est quel numéro? 174. Donc, et si vous regardez, déjà en haut, avec la tâche, il y a marqué une édition, un edit. C'est-à-dire dès que j'ai fait la modification, dès que j'ai fait le saut de page, enfin le saut de ligne plutôt, automatiquement, elle a détecté que j'étais en train de faire une modification dans le fichier. Donc, il a fait le checkout tout seul, d'un point de vue gestion de configuration. D'accord? Donc là, il dit c'est une édition. Ok, donc là, j'enregistre. Là, je pourrais lancer un build, débugger, etc. Hein. Ça serait pas bête, quand même. Donc là, qu'est-ce que je peux faire? Hop, pour les builds.
hop, on vient ici, build. Donc là, j'ai celui-ci, le nightly, hop, c'est Q. Et là, en gros, je lance un build automatiquement. Donc là, qu'est-ce que va faire le build? Alors là, il est très basique, hein, celui-ci. Il prend les dernières sources, donc forcément celles sur lesquelles je travaille. Il est personnel, ce build. Il ne sera pas partagé avec les autres pour l'instant, s'il n'est pas valide, bien sûr. Et c'est moi, à la fin, qui pourrais dire, OK, celui-ci, vous pouvez le prendre. Donc là, il va compiler un certain nombre de choses. Et en plus, je lui demande l'analyse de code. C'est-à-dire qu'il va vérifier que j'ai fait une analyse de code. Enfin, il va lancer l'analyse de code directement sur tout le code. Pour vérifier un certain nombre de règles. D'accord? Donc on fournit bien sûr un certain nombre de règles par défaut, aussi bien de présentation que de construction, donc en fonction des types de langage, ça c'est important. En gros, on n'aura pas les mêmes contraintes en C++ ou en Visual Basic par exemple, en C#, on n'aura pas les mêmes contraintes. Et les règles de codage, enfin, les règles de présentation, ça va être les variables globales doivent commencer par une lettre majuscule ou par un underscore. Après, vous définissez ce type de règles. Mais là, c'est des règles qui sont définies normalement dans le cadre de l'entreprise ou par rapport à un standard sur lequel, par rapport à des applications que vous développez qui sont plutôt sécuritaires dans le monde ferroviaire, avionique, etc. par exemple. Dans ce cas-là, là, vous allez avoir des règles de codage qui sont, entre guillemets, en dur, qui sont définies. Vous devez absolument prouver que vous avez fait cette analyse de code et que vous avez le rapport en plus. Parce qu'il faut fournir le rapport. Dire, OK, il n'y a aucune violation de règle. Donc là, si on ouvre, donc là, il s'est partiellement terminé parce que comme j'ai tout intégré, les tests performance, etc., il vérifie aussi le code dessus. Et là, voilà, donc là, ici, c'est pas ce qui m'intéresse. Voilà, ici, voilà, implementation indisposable on, etc., because, voilà, là, c'est un warning, pardon. C'est pas une erreur. Par contre, une erreur, ça bloque le build, c'est fini. S'il y a une erreur, on ne va pas plus loin en analyse de code. Enfin, s'il y a une violation, en gros, c'est pas une erreur, c'est une violation, on s'arrête. Là, ici, c'est que des warnings, donc on continue. Oui. Non, ça vous pouvez le faire dans Visual Studio normalement. Ouais. Oui, oui. Oui, la partie, tout ce qui est au développement, donc test unitaire, analyse de code, code cloning, etc., tout ça, c'est du Visual Studio pur, il n'y a pas besoin de TFS. Par contre, dès que vous allez vouloir faire un peu de test, faire gestion d'exigence, etc., là, il vous faudra TFS. Par contre, après, c'est où vous mettez vos sources. Voilà. Après, c'est les sources, oui, c'est dans le répertoire qui est sur un serveur partagé, etc. On a vu mieux comme gestionnaire de sources. Et là, par contre, vous pouvez utiliser TFS pour ça. Pour uniquement gestionnaire. Si vous ne voulez pas, oh non, mais nous, les tests, on ne fait pas de tests, ça ne sert à rien. Et les exigences, on sait ce que veut le client, on sait, on a sa place. OK, on enlève tout. Et vous pouvez garder TFS juste pour la partie, la gestionnaire des sources et gérer les bugs, les tâches, etc. quand même. Voilà, de toute façon, quand TFS est déployé chez les clients, on ne fait pas tout d'un seul coup. On ne fait pas les exigences, les tests et les développements en même temps. La plupart du temps, on commence par le développement parce que c'est plus facile. C'est moins impactant. Parce que là, en gros, vous n'avez pas vu que j'étais en gestionnaire de sources, là. Vous ne l'avez pas vu. Juste, OK, j'ai dit que je travaillais sur une tâche, mais ça, c'est ce qu'on fait tout le temps. Je vais travailler sur à modifier ça ou corriger tel bug. Je l'ai fait. Sauf que là, tout est suivi en termes de gestion de configuration et en termes de suivi de travail, de charge, etc. Ça ne s'est pas vu, là. Donc voilà, donc là, on voit tout ce qui s'est passé, enfin, tout ce qui est pas... C'est warning, hein, donc il n'y a pas d'erreur. Hein. Après, alors là, j'ai mis quelques règles, on ne va pas rentrer dans le détail, mais vous pouvez bien sûr personnaliser les règles et en rajouter. D'accord? Donc là, voilà, j'ai lancé un build, je pourrais faire un debug, etc. dessus. De toute façon, comme j'ai fait un commentaire, on ne va pas aller beaucoup plus loin que ça. Par contre, chose importante, je vais revenir sur my work, c'est que là, je vais dire, maintenant, je vais terminer la tâche, faire un check-in. Je dis, ça y est, je livre. Oui, c'est là, check-in. Checking, et là, voilà, il me dit checking. Donc, est-ce que je veux entrer un commentaire? Donc, il dit, voilà, le work item lié, c'est le 174, et la modification, c'est customer controller CS qui est à tel endroit. Donc là, si j'avais rajouté des fichiers, il m'aurait mis un add. Si j'avais rename, il aurait mis un renommage rename. Si j'avais effacé, il m'aurait mis delete. J'aurais vu les différents types de modifications que l'on peut faire dans le cadre. Et là, hop, je livre. Donc là, ça, on peut l'enlever, cette fenêtre, voilà, mais moi je la garde. Ça me dit, voilà, continue to checking one item, donc le fichier en question, et surtout, il va me résoudre et associer le work item. C'est-à-dire que la tâche 174, voilà, elle va être terminée. J'ai fini mon boulot. C'est bien ce que je fais. Au lieu de dire, je vais livrer les sources une à une, là, je dis, je livre, moi, je présente souvent la tâche comme une enveloppe. L'enveloppe sur la tâche, sur l'enveloppe, vous mettez faire le développement. Voilà, faire le développement. Dans l'enveloppe, vous glissez tous les fichiers que j'ai modifiés. Sauf que le fait de mettre le titre sur l'enveloppe et mettre les fichiers dans l'enveloppe, c'est pas moi qui le fais.
C'est Team Foundation Server qui le fait pour moi. Et quand je dis je termine ma tâche, c'est je cachette l'enveloppe et ensuite je livre l'enveloppe, la tâche à Team Foundation Server. Après, en termes de faire un nouveau build, une nouvelle génération d'exécutables, etc., bah, c'est en me basant sur les tâches terminées sur lesquelles je vais pouvoir construire quelque chose de solide. Parce que si je prends sur des tâches qui sont en cours, mon build peut très bien marcher maintenant, une minute après, il ne marche plus. Voilà, donc là, on va livrer. OK. Voilà donc les différentes étapes. On a fait des exigences, ou un pseudo-prototype, un prototype sous forme de storyboarding de mon application. On en a découlé un certain nombre d'exigences. De ces exigences, le chef de projet les a reprises et dit OK, on va décomposer ça en un certain nombre de tâches. On aurait pu être peut-être, là j'ai fait directement des tâches, mais ça pourrait être très bien des exigences, des sous-exigences. On dérive des exigences. D'un point de vue architecture, d'un point de vue sécuritaire, d'un point de vue performance, etc. Après, là, je fais basique pour ne pas trop complexifier, mais j'ai mon exigence et je la décompose en exigence performance ou en exigence d'architecture. Attention, il faut absolument ça, etc., etc. Là, on a fait simple, j'ai une exigence, une tâche. Bon, c'est basique, ça se fera rarement comme ça, mais voilà, pour un peu présenter le principe. La tâche, en tant que développeur, je l'ai récupérée dans mon environnement habituel qui est Visual Studio, ou mon Eclipse. Ah bah oui, tiens, en parlant de mon Eclipse, je l'avais ouvert. Hop, et là je vais refaire un F5, faire le développement, vous voyez, il est là. Là je suis dans Eclipse. Là. Bon, je ne devrais pas le montrer, mais bon, je l'ai installé en pirate. Non, c'est tout à fait légal, c'est Eclipse. Non, mais c'est juste pour montrer, voilà, c'est que j'ai accès à l'information de TFS depuis mon Eclipse. Et j'ai ici, alors, hop, le Team Explorer, je vais revenir à, hop là, pardon. J'ai accès à l'information, work item, report, document, builds, settings. J'ai la même information que l'autre côté. Hein. Mon gestionnaire de source, qui est normalement livré, qui est livré avec Eclipse et Subversion, bah là je le désactive et je mets TFS à la place. Le plugin, c'est ça. Voilà, donc ça c'était juste pour la petite histoire. C'est qu'il n'y a pas que du Microsoft. Là, vous voyez, j'ai Eclipse. Voilà, donc là maintenant on a fait notre développement. On va passer côté test. D'accord? Alors, je ne suis pas dans les temps, oh si, c'est bon. Parce que comme je ne vois pas l'heure du tout. Oui. Donc, Visual Studio, on a fini, ça y est, le développement est fait, on a déployé, maintenant on va tester. Alors, le test. Ici, on arrive dans test professionnel. Donc là, c'est l'interface pour les testeurs, donc ceux qui vont gérer les tests, et les tests manuels. D'accord? Donc ici, et alors aussi la partie dont je vous parlais, le lab management, ce qu'on appelle ici Lab Center. Donc toute la partie, quand je déploie sur tel type d'environnement, j'ai 2 machines virtuelles, donc je les instancie avec tel nom, etc. Je remplis la base de données avec tel ensemble de valeurs, j'active les réseaux entre elles, etc. Et je peux peut-être lancer des tests en automatique. Ça, c'est le Lab Center, ou Lab Management, comme on a vu tout à l'heure au niveau de TFS. Là, par contre, pour tout ce qui est test et Lab Center, il vous faut forcément TFS. Contrairement à tout à l'heure pour l'analyse, madame la question, analyse de code cloning, etc., vous n'êtes pas obligé d'avoir TFS. Mais après, moi, je vous pose la question, c'est qu'est-ce que vous faites de vos sources? Voilà. Ça, c'est... Après, vous faites... Voilà, donc là, ici, j'ai défini un plan de test. D'accord? Un plan de test, donc, qui a un certain nombre de propriétés. Donc, voilà, un nom, une description assez classique. Ici, quel est le type de test? Donc là, je suis en mode test manuel. Je pourrais très bien avoir des tests automatiques. D'accord? Ici, les builds. Donc, quel type de build je vais récupérer? Donc là, ici, je récupère le build de développement. Ça pourrait très bien être un autre type de build, qui, en plus, est dans un état, donc en termes de ce qu'on appelle une qualité de build, que j'ai tagué comme étant ready for initial test, par exemple. Là, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est mon build en tant que... Ah non, il ne faut pas que je fasse ça. En tant que développeur, je le génère. Et après, moi, je vais lui mettre un statut dessus où je peux le faire par le processus d'automatisation, dire s'il a passé un certain nombre de règles, donc l'analyse, code cloning et peut-être un certain nombre de tests unitaires, il est passé, je dis il est ready for initial test, en automatique. Ou je dis non, c'est mes développeurs qui vont juger de la qualité s'il est OK ou pas OK. La qualité au sens là, fonctionnel, on ne parle pas de qualité au sens code. Normalement, il écrit du code de bonne qualité, le développeur. Donc voilà, on passe un certain nombre de choses. Donc là, ça me permet de filtrer. C'est-à-dire que de donner accès à certains types de builds pour les testeurs. C'est-à-dire pas leur donner des builds qui sont, on va dire, pas très stables. Par exemple. Donc là, ici, voilà le build qu'il a récupéré. Modify, je peux aller, là, j'en ai pas d'autres. J'ai dû récupérer le dernier. View build detail.
bah là, hop, j'ai cliqué dessus, il va m'ouvrir, j'ai pas forcément Visual Studio, d'accord? Il va m'ouvrir directement ce qu'on voyait tout à l'heure. Hein. Là, je suis en mode web. Il l'a fait automatiquement. Moi, pourtant, j'ai Visual Studio sur la machine en plus. Hein. Ça veut bien dire que j'ouvre Visual Studio. Non, vous ne l'avez pas forcément. Donc, il m'a ouvert directement le build en question. Avec le détail, j'ai après les logs, etc. Enfin, voilà, vous voyez, là, j'ai tout. Hein. L'analyse de code, là, elle est là. Hein. Tous mes warnings, c'est pas des warnings de compilation, hein. C'est des warnings d'analyse de code. Voilà. Donc, OK. Donc, on revient. Alors là, j'ai des résultats. Donc voilà un peu ce que j'ai exécuté en termes par rapport aux exigences. Donc ici on voit nos exigences que j'ai récupérées depuis TFS. D'accord, hein, je suis dans TFS avec une vision particulière pour les testeurs. Et ici un certain nombre d'exécutions de tests. Alors j'essaye d'en faire beaucoup qui sont ratés, comme ça je peux générer des bugs. Ça me remplit mon backlog. Après, vous voyez un summary, donc ça c'est basique, c'est ce qu'on livre de base, mais après vous pouvez bien sûr ajouter des reports sous forme Excel, ou, etc., ou directement le mettre sur le SharePoint, hein, sur le portail du projet, pour partager avec les différents utilisateurs, finaux ou pas d'ailleurs. Voilà, donc ici on a notre contenu, on a ici nos tests, donc là ce que je vais faire, je ne vais pas retester l'application en question, j'en ai fait un plus simple, c'est vérifier l'addition de la calculatrice de Windows, donc c'est savoir si elle fait vraiment des bonnes additions. Ok, donc là j'ai créé en gros j'ai dupliqué un test, donc vérifier l'addition pour la conférence voilà, des enseignants de BTS SEO. Donc là si j'ouvre ce test-là, hop, j'ai vérifié l'addition, donc itération, etc., un certain nombre d'informations, hein, tout ça c'est personnalisable. Hein. Ensuite ici, voilà les actions que je vais faire, c'est lancer la calculatrice. Le résultat c'est la calculatrice s'affiche. Donc ça je l'ai saisi à la main, hein. D'accord, je l'ai saisi à la main, saisir le chiffre 2, etc., etc. Ok. On peut insérer aussi des étapes partagées, donc ça c'est super intéressant. C'est par exemple, vous avez une application où vous devez vous loguer et vous déloguer. Bah là j'ai créé un cas de test, les différentes étapes d'un cas de test qui dit comment se loguer. Comme ça je le reprends tout le temps, j'ai toujours la même chose, j'ai pas besoin de le refaire à chaque fois. Là aussi pour un peu optimiser, hein. C'est composants réutilisables. Donc là c'est pas des composants mais c'est des bouts de tests réutilisables, pas des bouts de tests, des bouts d'étapes de tests réutilisables. Donc en gros là dans cette étape là, je ne vais pas le mettre parce que par rapport à la calculatrice, ça ne va pas très bien marcher. Je n'ai pas besoin de me loguer. Ok, donc là on va dire je vais tester, passe en mode test, donc hop, run, je peux faire run with option, c'est-à-dire que là je peux lui dire, va me sélectionner tel build directement. Donc là par contre on ne va pas le faire parce que ça, de toute façon j'installe, tout est déjà installé, on ne le fait pas. Voilà, donc là ici il me montre la fenêtre pour redémarrer le test, donc overwrite existing non, start, et là, comme je l'ai déjà fait, play all, ça se passe tout seul, l'exécution du test, et à la fin, voilà, donc là j'ai mon super test qui est de vérifier l'addition, qui est 2 plus 3 égale 4, selon mon test. Je ne peux pas faire planter la calculatrice, c'est plus difficile. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais dire que mon test n'est pas bon. On va le faire dans l'autre sens, d'accord ? 2 plus 3, on est bien d'accord que c'est égal à 5, c'est bien ce que me donne la calculatrice. Et là, je dis, ah là, ça va pas, ça. Donc là, je vais dire fail. Et je vais dire, le résultat, c'est 5. C'est ça, hein, oui. Je sais plus trop. Et là, je vais peut-être mettre une copie d'écran pour l'utilisateur. Hop, copie d'écran, j'ai un petit appareil photo, capture rectangulaire. Donc là, je vais faire un rectangle. Où est ma souris? Je ne vois plus. Elle est là, voilà. On va faire un gros saut. Hop. C'est automatiquement associé au cas de test. Enfin, là, on n'est pas dans le cas de test, on est dans l'exécution d'un cas de test. Donc c'est le résultat d'un cas de test en gros. Voilà, ici comme je vous disais tout à l'heure, je vais pouvoir faire un environnement snapshot. Donc c'est faire là, une photo de l'ensemble des machines virtuelles. Alors machines virtuelles forcément physiques, plus difficile. Ça va être lourd à mettre dans TFS. Il va falloir venir avec le camion. Donc là ça va me figer complètement les machines, enfin faire une photo des machines virtuelles que j'ai utilisées dans le cadre de ce test. Donc là il faut avoir du System Center pour ça. Hein. J'insiste, ça vous ne pourrez pas le faire comme ça. Et comme ça, lui, le stocke avec un lien vers dans TFS. C'est-à-dire que moi, depuis TFS, je pourrais accéder à ce snapshot en question. Donc là, on ne va pas le faire parce que là, je ne suis pas du tout connecté. Et bien sûr, comme il y a une belle erreur, là, quand même, il y a un gros problème, je vais créer directement un bug. Voilà. Donc là, ici, mon bug apparaît. Alors là, ici, c'est... je l'appelle toujours bug de l'addition. Voilà.
Ok, donc là ici je peux l'assigner, peu importe, je ne suis pas obligé, en plus non, je ne vais pas le faire. Ici j'ai voilà, les différentes étapes qui se sont passées. Alors, ah bah oui, du coup la vidéo, je vais vous le refaire en manuel après, c'est pas grave. Je vais vous le refaire en manuel pour vous montrer les différentes étapes pendant que je le ferai moi en manuel. Où là j'aurai le film qui va être enregistré. Ensuite ici, si je vais un peu plus bas, j'ai mon fameux screenshot, l'image, et j'ai l'action, hop là, pardon. L'action log, système de vidéo recorder, bon là qui n'ira pas. Si je clique sur action log, il me dit bah voilà, start testing. Donc j'ai fait launch de calque, j'ai fait step completed, lancer la calculatrice, cliquer sur 2, saisir le chiffre 2, etc. Directement. Voilà. Donc là il l'enregistre et ça sera réutilisé si on vous voulez automatiser complètement. C'est-à-dire pas comme j'ai fait là, parce que c'est pas vraiment automatisé quand même. Il faut quand même que je lance le test et que je clique sur le bouton. C'est automatisé parce que je n'ai pas à faire toutes les opérations, mais j'ai quand même une opération manuelle à faire. Là, quand je dis automatisé, c'est on va transformer ça en code. Enfin, Visual Studio va transformer ça en code, que vous pourrez après bien sûr mélanger, parce que là, saisir 2 plus 3 pour le test de l'addition, c'est peut-être un peu léger, quoi. Il faudrait peut-être faire un peu plus de valeur. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, se connecter à une base ou un fichier plat. Là, je vais pouvoir le faire, mais là, en mode code. En mode code. Je pourrais très bien le faire ici, je vous montrerai tout à l'heure aussi. Donc là, ma souris, elle est là. Voilà, action log, et puis là, on va faire save and close, ok. J'ai créé le bug, et là, ce que je vais faire, c'est que je vais redémarrer mtest. Voilà, et là, je vais le refaire en manuel. On va donc faire... on commence. Voilà, attendez, on va tout fermer. Ouais, bah, parce que je suis en mode exécuter. Oh là là, je vois pas ma souris. On va le redémarrer, juste. Alors, juste comme ça, je vais en profiter pour vous montrer la partie... je suis sur l'exécute, pardon. Je n'ai pas de planification, on va revenir. Voilà, ici. C'est que ici, si je fais, vous allez voir, hop, arrobas value 1. Voilà. Vous voyez, automatiquement, j'ai valeur 1, value 1 qui apparaît en bas. Alors, je pourrais faire insert paramètre 1. C'est la même opération. Et là, je vais pouvoir mettre des valeurs. C'est-à-dire que directement pour le testeur, pour faire quelque chose de simple, lui, il ne sait pas se connecter à une base, il sait pas faire on va dire qu'il ne sait pas faire un fichier plat ou connecter le fichier plat avec ça, simplement, on va dire. Bah là, on va lui donner la possibilité de créer directement, en gros, plusieurs itérations du test. D'accord? C'est-à-dire que là, ici, valeur 1, bah, je vais pouvoir mettre 1. Etc., etc. Et lui, après, quand je vais exécuter le test, il va faire autant de fois qu'il y a de lignes ici. Donc, ce qui permettra d'être un peu plus exhaustif dans le cadre de l'addition. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'enlever, et je vais vous redémarrer le test, et là, je vais le faire en manuel. Oui, be remove, bah oui, bien sûr. Il a détecté que j'avais plus, bien sûr, le paramètre. Voilà, on va remettre 1 plus 3 égale... Ah non, là, ça marche. Zut, on va faire 2. Sinon, j'aurais pas de fail. Voilà, hop, save and close, j'en ai plus besoin. Ça, j'en ai plus besoin non plus. Et là, on va le réexécuter, run. Et là, je vais le faire en manuel, on va le faire rapidement. Donc là, overwrite, yes, start. Alors, j'aurais essayé de fermer ça. Mais... Voilà. Ok, donc là, lancer la calculatrice. Ok, la calculatrice lancée. C'est fait. Donc là, c'est passe. Saisir le chiffre 2. Donc là, je suis les opérations, entre guillemets, bêtement. OK. Plus, peu importe si je me trompe. OK, 2 plus s'affiche. Ensuite, plus 3. Le chiffre 3 s'affiche. Oui, parfait. Et là, saisir l'opération égale. Donc là, je fais égal. Et là, le résultat est... Ouais, j'ai pas fait 2 plus 3, mais peu importe. Le résultat apparaît est 4. Oula, non, là, c'est pas bon. Donc comme tout à l'heure, on va refaire... donc là, c'est bon, peu importe, c'est 6. Ok, on ne va pas mettre la copie d'écran, on l'a déjà fait, mais c'est juste pour vous montrer si je crée le bug maintenant. C'est juste pour vous montrer la partie vidéo. Là, vous voyez, ici, vous avez voilà, la vidéo. Avec le temps à la partie. Donc là, le saisir le chiffre 2, je l'ai fait à la 14 secondes. L'opération plus, je l'ai fait à 18. Donc si je clique là-dessus, ah oui, parce que je suis en cours d'exécution. Bon, on va faire save and close. Voilà, il y a un certain nombre de vérifications. Si je n'ai pas de titre, ça paraît normal. Allez, encore un bug. Bon, c'est pas super clair comme explication, mais c'est pas le sujet. Donc là, save and close. Voilà, ok. Donc là, on va terminer on va sortir directement. Est-ce que vous voulez, vous voyez, new action recording, j'ai refait les actions. Donc là, on ne veut pas faire, non, on ne va pas l'enregistrer. Je fais ça comme ça. Hop.
Et je voudrais vous montrer, donc là je vais l'ouvrir, on va faire double-clic, ça suffit. C'est pour vous montrer les liens qui apparaissent. Hop, vous voyez les liens. Ici j'ai le bug qui apparaît. Et normalement, c'est une exigence, donc on va l'ouvrir. On va ouvrir le bug, encore un bug. Là, ici, j'ai la vidéo. Si je clique dessus, j'arrive déjà. Voilà, il m'a enregistré la vidéo, et là, je dois être là, voilà, au 2, directement. J'arrive directement à l'endroit. Donc là, en gros, ça me permet de voir les opérations que l'utilisateur en final ou le testeur a fait pour comprendre pourquoi il y a eu ce bug, par exemple, ou autre. Là, ça, c'est une vidéo. Là. Voilà, vous voyez, c'est vraiment une vidéo. Et là, ça, c'est encore stocké dans TFS. Donc, hop, hop, on ferme ça. Ici, j'ai les différentes informations. Là, ici, donc les étapes pour reproduire, avec toutes les informations, hein, d'accord, on retrouve le test configuration, etc. L'action log, comme on a vu tout à l'heure. Ici, j'ai la configuration du système, sur quelle plateforme je l'ai faite, ça peut être important. J'ai aussi la version de l'explorateur. Bon, là, ça ne sert pas à grand-chose, c'était la calculatrice. Mais l'explorateur, comme ça me dit, ok, peut-être que c'est spécifique à IE9 ou un Firefox, par exemple. Ensuite, ici, on a le cas de test lié. On retrouve notre cas de test. D'accord. Et si j'ouvre le cas de test, normalement, il est lié, si je me souviens bien, à une exigence. Voilà, un product backlog. Je retrouve ici mon lien avec l'exigence. Là encore, la boucle est bouclée. C'est-à-dire qu'on est parti d'une exigence, on a fait un peu de code, on a déployé. En parallèle, on a fait les tests. On va dire en parallèle, parce qu'on est super bien organisé, on anticipe les tests, on ne le fait pas à la fin. On a fait ça en parallèle et le test s'est mal passé. Donc là maintenant, je crée un bug forcément. Dès que je crée le bug et automatiquement, grâce à la traçabilité et au référentiel centralisé, hein, si j'avais des bouts un peu partout, ça je ne pourrais pas le faire. Hein. Comme j'ai tout dans le référentiel, lui s'occupe de recréer les liens en fonction de l'information que je lui ai bien sûr remplie. Il ne va pas créer des nouveaux liens vers une exigence que je n'avais pas prévue au départ. Ça, c'est non. C'est pas lui qui a l'intelligence, ça reste toujours, alors, on va dire moi, mais nous, on va dire. Voilà. Et voilà ce qui permet d'avoir, donc pour l'utilisateur, de comprendre mais pourquoi il y a eu ce bug. Ben là, et quel est l'impact sur les exigences. On le voit ici. Et là, on retrouve voilà, encore, vous voyez, encore un bug, le bug de l'addition et encore un bug. Voilà, là, on m'a dit que j'étais super en retard, maintenant. J'avais Marine qui était comme ça, arrête. Donc, est-ce qu'il y a des questions? De toute façon, je reste là pour la pause. Je suis disponible si vous avez des questions, vous montrer plus en détail certaines choses. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu quand même. Et là, pour les tests, tu utilises des cas d'utilisation, l'information qui est plus courant dans nos enseignements. Oui. On peut démarrer les fonctionnalités avec des cas d'utilisation. Ah bien sûr. Dans ces cas-là, au lieu de l'appeler Product Backlog Item, on va créer un type d'item, de work item, ce dont je parlais tout à l'heure, cas d'utilisation, tout simplement, avec un workflow spécifique, avec peut-être des informations complémentaires par rapport à un Product Backlog Item. Cela, si je clique sur le Product Backlog Item, voilà ce qu'il y a comme information dessus. Là, il y a la description. Voilà, pour une fois, j'ai fait quelque chose d'à peu près bien. Voilà la description de mon exigence qui est l'utilisateur saisi via le clavier de l'ordinateur ou en utilisant la souris, etc. etc. Là, j'ai fait ça propre. J'ai pas fait de storyboarding là. Parce que là, ici, storyboard, normalement. Ah si, parce que j'en ai fait un. J'ai fait un storyboard aussi parce que je l'ai lié. Vous allez voir. Et après. Bon là, vous allez voir, hein, là c'est moi qui l'ai fait. Bon là après, je ne suis pas designer, hein, parce que mes collègues me disent, bah oui, reste comme tu es, c'est bien. Voilà, et ici, si on fait le storyboarding, hop, on va voir la souris voilà, qui fait 2, plus, voilà 3. Alors, vous voyez, j'ai reproduit, et c'est pas la calculatrice, là j'ai reconstruit la calculatrice, je l'ai refaite. Enfin, je l'ai redessinée, on va dire. Parce que je voulais partir au début de la calculatrice toute faite, mais je me dis, ouais, mais tu fais déjà ton application. Enfin, tu prends l'application qui est terminée. Ah, oui. Là, voilà ce que j'aimerais bien avoir. Ça, je l'ai fait, entre guillemets, tout à la main, quoi. Ça, c'est l'utilisateur final qui va faire ça, ou les métiers, on va dire, après, je sais pas, qui va dire, bah voilà, je voudrais une calculatrice qui ressemble à ça. Et voilà comment je veux faire une addition. Voilà, ok, là, je pense qu'il n'y a pas besoin de faire un storyboard pour faire une addition, mais bon, c'est un peu plus simple que l'autre. Si on veut le montrer très rapidement, c'est plus simple que l'autre d'avant. Voilà. Oui. C'est le plugin qui est livré avec c'est Team Explorer, parce qu'il vous faut Team Explorer pour accéder à TFS, à Team Foundation Server. Donc là, mais uniquement en version 11. Attention, Visual Studio 11. 11. Ça, le storyboarding, alors j'ai pas été peut-être...
Ah, pardon, alors, storyboarding, c'est uniquement la 11. Bêta. Oups. Voilà. Donc ça, alors, vous pouvez télécharger donc, TFS Visual Studio 11 en bêta, donc depuis le site Visual Studio. Et aussi, vous avez sur un blog d'un Américain, l'image là, cette image-là, toute câblée, avec des petits labs sur les nouveautés de VS11, uniquement. Oui, monsieur. Si je vous le dis, je suis obligé de vous tuer. Et de toute façon, je ne le sais pas, donc voilà. Voilà, donc tous ceux qui sont dans la salle, bah, vous resterez dans la salle. Non, non, jusqu'à la sortie, non, on ne la connaît pas. Même le chef de produit qui est là ne le sait pas. Alors il dit oui. Vous pouvez déjà commencer avec la version bêta qui est super stable. Qui est Go Live, enfin Go Live ouais, au voilà. sens... Go Live, c'est-à-dire que vous pouvez utiliser... y aller en production. Et partir en production, on supporte tout ça. Donc on est confiant dans la version bêta. Voilà, juste l'interface graphique a un peu changé, c'est tout par rapport à... Ça a été annoncé le 8 mai, comme quoi on a changé un peu l'interface graphique. Là, je vous présente la bêta. Hein. Voilà, bah, si vous n'avez pas d'autres questions, Marine là-bas qui me regarde avec des yeux, j'ai pas dépassé, c'est si. Voilà, peut-être maintenant... il y a du café. Voilà, et je suis disponible là pendant la pause si vous voulez poser d'autres questions, il n'y a pas de souci.